Monsieur le ministre, monsieur Nicolas Hulot, merci d'avoir pris le temps de participer à nos échanges. Marie-Stéphane Maradex, déléguée générale de la Fondation Daniel Elina Carasso, et Madame Masson-Delmonte, coprésidente du groupe 1 du GIEC. Voici nos trois intervenants ce matin pour échanger sur un sujet crucial, urgent, fondamental, celui de la prise en compte du climat dans nos actions. Et c'est ce que le CFF a voulu porter, initier, dans la suite des travaux dont nous avons parlé, que nous avions menés à l'époque en 2015 autour de la COP 21. Depuis, le CFF a continué à travailler ces sujets du climat et de l'engagement des fondations au profit de l'environnement et du climat. Et en 2020, nous avons décidé de consacrer cette année au thème de la lutte contre les fragilités humaines et environnementales. Et à l'issue de cette année, qui s'achève dans des conditions délicates pour tout le monde au niveau de la santé, nous avons décidé collectivement, sur l'impulsion d'un certain nombre de membres, et notamment en particulier de Marie-Stéphane Maradex ici présente, de passer à l'action au-delà des échanges, des conférences, et de lancer une coalition dont nous allons vous parler plus longuement au fil de cette discussion. Pour pouvoir matérialiser, signifier, exprimer la difficulté que nous allons rencontrer avec ces dérèglements climatiques, nous avons voulu aller auprès de la personne qui peut le mieux porter ces sujets, Madame Masson-Delmotte. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris du temps ce matin pour échanger avec nous. Nous voulions vous demander quelles étaient aujourd'hui les informations en votre possession sur l'état du dérèglement climatique et peut-être en espérant qu'il y ait eu des progrès réalisés depuis la dernière COP 21 en 2015 en France. Est-ce que c'est le cas, Madame Masson-Delmotte, pardon. En fait, ce que je veux rappeler, c'est que nous vivons tous avec la réalité d'un climat qui change. Aujourd'hui, le réchauffement en moyenne à la surface de la Terre par rapport à la fin du 19e siècle, c'est environ 1 degré. C'est dû aux conséquences des activités humaines passées et actuelles. Il n'y a pas d'autres facteurs qui expliquent ce réchauffement et les activités humaines expliquent l'intégralité du réchauffement qui est observé. Nous vivons avec cela partout, en fait, du haut des montagnes jusqu'au fond de l'océan, des régions polaires jusqu'aux tropiques, avec des effets chroniques, la hausse des températures, des changements de pluviométrie dans les régions, par exemple, de climat méditerranéen, la hausse du niveau des mers, du fait du réchauffement de l'océan et puis de la fonte des glaciers et des calottes, et puis des effets aigus, la hausse de la fréquence et de l'intensité d'événements extrêmes, comme les vagues de chaleur, sur Terre comme en mer, les pluies torrentielles, les sécheresses dans certaines régions ou les submersions côtières. Et les effets affectent les écosystèmes marins, côtiers, terrestres et l'ensemble des sociétés humaines partout. Ça affecte la sécurité des lieux de vie, la sécurité en eau, la sécurité alimentaire. Et ce qui est particulièrement notable, c'est que ceux qui en sont les moins responsables, qui ont le moins contribué en termes d'émissions de gaz à effet de serre, qui ont la moindre capacité à agir, sont les plus exposés et les plus vulnérables aux conséquences de ce climat qui change. Il y a quelques aspects qui sont souvent mal compris. On ne peut pas revenir en arrière. Le réchauffement actuel, il est irréversible. Mais par contre, nous pouvons agir pour limiter l'ampleur du réchauffement futur. Et celui-ci sera déterminé par le cumul des émissions passées, présentes et futures de dioxyde de carbone, et puis par l'effet naître des autres facteurs liés aux origines humaines, liés aux actions humaines qui agissent sur le climat. Pour stabiliser le réchauffement dans plusieurs décennies, une condition clé est d'atteindre le plus vite possible ce qu'on appelle la neutralité carbone. C'est-à-dire que les émissions de dioxyde de carbone dues aux activités humaines diminuent fortement pour atteindre une situation où on n'en met pas plus dans l'atmosphère que ce qu'on soit capable d'enlever de l'atmosphère et de stocker de manière durable. Et puis l'état des connaissances, il s'est affiné. On voit très clairement que de nombreux risques liés au climat augmentent avec le niveau de réchauffement. Chaque fraction de réchauffement supplémentaire compte. Et dans tous les cas, la montée du niveau des mers, elle se poursuivra à l'échelle de siècles ou de millénaires. Mais si on arrive à limiter, à stabiliser le réchauffement, on va limiter le rythme de montée du niveau des mers. Ça donnera plus de temps pour s'y préparer. Et dans tous les scénarios, le réchauffement se poursuit dans les prochaines décennies.
mais il pourrait être stabilisé à horizon 2050 en cas d'action déterminée, tenace, efficace pour baisser les émissions de gaz à effet de serre. Alors on n'y est pas. On n'y est pas. Or, la situation de la pandémie actuelle, les émissions de gaz à effet de serre ont continué à augmenter. Les promesses qui ont été mises sur la table lors de la COP 21 à Paris, elles incluent une action pour le climat. Elles impliquent une hausse des émissions de gaz à effet de serre jusqu'en 2030, mais plus lente que si on n'agissait pas. Et ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour limiter le réchauffement climatique largement en dessous de 2 degrés ou à 1,5 degré, parce que pour cela, il faudrait que d'ici à 2030, les émissions mondiales aient déjà diminué de l'ordre d'un quart à la moitié par rapport à 2010. Donc, au rythme actuel des promesses des États, on va vers une trajectoire de réchauffement de l'ordre de 3 degrés. Et il faut bien comprendre que ça implique des risques majeurs pour la préservation des écosystèmes et de la biodiversité, pour la sécurité humaine, la sécurité alimentaire, avec des baisses de rendement pour de nombreuses cultures et pour le bétail, en particulier dans les régions tropicales, pour les gens qui vivent dans les hotspots du réchauffement, dans de très nombreuses régions, par exemple autour de la Méditerranée, dans les petits États insulaires en développement, sur les littoraux, les grands deltas à proximité immédiate de la mer. Et pour donner un ordre de grandeur, rien que pour un réchauffement entre 1,5 degré et 2 degrés, il s'agit de plusieurs centaines de millions de personnes dans le monde qui sont susceptibles de basculer dans la pauvreté et qui seraient exposées à des risques climatiques croisés directs et indirects. Et un réchauffement d'1,5 degré, on va l'atteindre entre 2030 et 2050, plus vite si on émet toujours plus de gaz à effet de serre. Et puis pour finir, ce qui est vraiment essentiel, c'est de ne pas penser l'action pour le climat dans un petit coin, parce que finalement, les risques liés au climat, ils dépendent fondamentalement des choix en matière de développement. L'évolution de la démographie, l'évolution des formes de consommation, de production, l'évolution de la manière de gérer les terres, qui peuvent les exacerber ou au contraire les atténuer, qui peuvent renforcer les vulnérabilités, au contraire, construire plus de capacité d'adaptation, plus de résilience. Et au final, je crois le message le plus important, c'est qu'il y a de très nombreux co-bénéfices à agir au bénéfice du climat pour construire des trajectoires de développement qui soient résilientes à tout type de choc et de crise, qui aillent vers la neutralité carbone. Et des exemples clés portent sur une alimentation saine, une mobilité active, une amélioration de la qualité de l'air, une préservation des écosystèmes, de leurs fonctions et de leurs services. Donc peut-être le message que je voulais partager avec vous le plus important, c'est ce constat sur la base des connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques, que le fait d'agir pour le climat, ça va vraiment main dans la main avec la construction d'un développement qui permet à chacun de vivre dignement. Merci beaucoup. Le constat est dur. Vous avez quand même rajouté quelques notes d'espoir et je vous en remercie. Ces constats et ces analyses, le GIEC et d'autres scientifiques les portent depuis des dizaines d'années aujourd'hui. Comment pouvez-vous expliquer que les pouvoirs publics, les décideurs de la société civile puissent ne pas avoir encore aujourd'hui suffisamment conscience de ces éléments compte tenu de la lenteur de leurs actions concrètes sur le terrain? Est-ce que vous estimez que le grand public, les décideurs et la société civile est suffisamment informé? Alors clairement non, c'est d'ailleurs un de mes engagements personnels, le fait d'agir pour que les connaissances scientifiques qui ont été établies depuis des décennies, qui ne font que s'affiner, se renforcer, fassent l'objet d'actions en matière d'éducation, en matière de formation continue. J'ai vraiment un regret profond, c'est que quand quelqu'un accède à un poste de responsabilité dans une entreprise ou comme élu, il n'y ait pas finalement la possibilité d'avoir une formation un peu approfondie sur ces questions qui sont fondamentales en matière à l'échelle planétaire, mais aussi pour chacun d'entre nous. Et donc, on fait face à des difficultés qui sont liées parfois à une indifférence, un déni, ça existe aussi, mais souvent une difficulté d'accès à une information simple, accessible, pour comprendre les causes, les émissions de gaz à effet de serre, comment ça fonctionne, et aussi une information concernant les risques propres à chaque contexte, à chaque région, à chaque secteur d'activité. Je veux également souligner à quel point il y a des retards majeurs en matière d'adaptation. Par exemple, dans les outils de prise de décision économique,
Il est aujourd'hui très difficile d'évaluer les pertes et les dommages liés au changement climatique et de prendre en compte les coûts de l'adaptation. Et de ce fait, on voit la question du changement climatique comme quelque chose qui peut être coûteux au sens où il faut transformer nos systèmes énergétiques, nos systèmes de production alimentaire, de gestion des terres, nos systèmes de grandes villes, nos systèmes industriels et nos infrastructures. Mais si on prend en compte les pertes et les dommages, qui sont déjà considérables, et le coût de l'adaptation, cela montre que l'action pour le climat peut aussi être perçue comme un investissement fondamental. Et enfin, je termine en disant que la communauté scientifique, celle que je représente ici, elle fait sa part. Il y a un engagement formidable des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des doctorants qui ne cherchent qu'une chose, c'est à partager ces connaissances. En ce moment, on a fait un travail considérable avec le GIEC pour passer en revue de manière critique l'état des connaissances sur ce qu'implique un réchauffement d'1,5 degré. Ça permet en fait d'avoir une information sur ce qui va arriver à court terme, mais aussi pour bien comprendre les transformations à mener pour arriver à stabiliser le réchauffement à un niveau aussi proche de l'actuel. C'est des transformations radicales, majeures. C'est un rapport en 2018. On a rendu 2 rapports en 2019 sur le changement climatique et l'utilisation des terres. Et ça touche à des questions fondamentales de sécurité alimentaire. On a également rendu un rapport sur l'océan et la cryosphère, tout ce qui est enneigé et englacé dans un climat qui change, où on aborde les questions qui touchent aux régions polaires, aux hautes montagnes, et aux zones de basse terre, aux petits États insulaires et à l'océan, parce que souvent c'est aussi quelque chose qui est peu connu, qui est invisible, mais ce qui se passe dans l'océan est fondamental pour de nombreux aspects de nos propres activités. Nous dépendons en fait de ces milieux naturels. Et actuellement, nous travaillons pour nos rapports principaux, faisant le point sur l'état des connaissances vis-à-vis du changement climatique, mais aussi vis-à-vis de toutes les options d'action dans toutes les régions et tous les secteurs d'activité. Et ce que j'espère, c'est que on peut avoir des initiatives pour s'appuyer sur ce socle de connaissances scientifiques qui mobilise des milliers de chercheurs partout dans le monde, qui est relu à plusieurs reprises, ce qui permet d'avoir une évaluation objective, rigoureuse et de qualité, pour l'adapter, pour en tirer les éléments clés, de sorte à ce que ce socle de connaissances scientifiques puisse vraiment être utilisé en appui à la prise de décision dans chaque secteur d'activité. Et ça manque très fortement. Merci. Alors, j'avais une question. Est-ce que, il arrive parfois encore que des acteurs puissent opposer les causes d'intérêt général? Les fondations en France aujourd'hui interviennent en majorité sur des enjeux sociaux, sociétaux et relativement peu directement sur l'environnement. Néanmoins, nous faisons le pari que toutes vont être concernées par ces dérèglements climatiques que nous constatons. Qu'en pensez-vous et comment pourriez-vous illustrer le lien entre les causes sociales, par exemple, et environnementales? En fait, ces interdépendances sont multiples et dans toutes les dimensions. Ce qui me semble important sur le point que vous soulignez, c'est la première chose est celle de ne pas nuire. C'est-à-dire, quand on agit devant l'urgence, ce qui me semble essentiel, c'est ne pas exacerber par ce qu'on apporte à court terme des situations qui provoqueraient des risques supplémentaires sur le long terme. Ensuite, la deuxième chose, c'est faire en sorte que l'action qu'on mène pour le court terme puisse aussi conduire à renforcer les capacités d'action sur le temps plus long. Ça me semble vraiment quelque chose de fondamental. Et je précise que dans mon travail, dans ma réflexion, je m'interroge en permanence sur le temps long. Mon propre métier, c'est celui de travailler sur l'évolution de passé du climat à des échelles de temps très longues. Quand on parle en fait de ce qui va se passer en 2050, c'est pas le temps très long. C'est les conditions de vie que nos enfants auront quand ils auront notre âge. C'est vraiment de ça dont on parle. Quand on parle de projection climatique à horizon 2100, c'est vraiment pour la durée de vie des enfants qui naissent aujourd'hui. Donc c'est quelque chose à intégrer de plus en plus parce que on est aujourd'hui devant des modes de fonctionnement de nos sociétés qui ne sont pas soutenables. Je vais donner un exemple particulier, c'est celui de notre système alimentaire. Donc, le système alimentaire dans son ensemble, depuis le moment où on produit l'alimentation jusqu'à la poubelle, en passant par toutes les chaînes de valeur et nos assiettes, c'est environ un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Si on n'agit pas sur le système alimentaire, on n'arrivera pas à stabiliser le réchauffement climatique.
Et une des conséquences directes d'un climat qui change, c'est bien sûr des effets sur les écosystèmes terrestres, sur les écosystèmes marins, avec des enjeux particulièrement aigus de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans de très nombreuses régions du monde. Donc les choses sont interconnectées. Et ce système alimentaire aujourd'hui n'est pas soutenable. On a encore, malgré les progrès des techniques agronomiques, malgré les capacités du commerce mondial, plus de 800 millions de personnes qui souffrent de la faim et de la sous-nutrition, et ça ne fait qu'augmenter en ce moment. On voit les fragilités liées à la situation actuelle de la pandémie, donc pas simplement de production de nourriture, mais d'accès à l'alimentation. Et on a aussi des sécheresses dans des régions clés qui ont créé des tensions sur l'approvisionnement alimentaire. Et cela ne va faire que croître également. Par ailleurs, on a également 2 milliards de personnes qui souffrent de surpoids et d'obésité, qui sont en fait des maladies multifactorielles, qui ont une dimension sociale très forte. Et on voit dans le contexte d'une pandémie respiratoire que l'obésité est un facteur de risque de comorbidité supplémentaire. C'est aussi associé à des dépenses en matière de santé publique croissantes. Et donc, c'est un exemple pour montrer qu'on a besoin de penser les choses autrement, de ne plus avoir des approches en silo avec d'un côté les enjeux pour l'agriculture et les agriculteurs, leurs conditions de vie, de l'autre les enjeux pour la santé et enfin de l'autre les enjeux pour l'environnement. On a besoin de penser les choses autrement dans toutes leurs dimensions, sociales et environnementales, avec des transformations possibles. Et quelles sont ces transformations possibles? C'est à la fois modifier les pratiques agricoles pour préserver les écosystèmes, leurs services, leurs fonctions dans la durée, y compris la qualité des sols, la qualité de l'eau, les eaux profondes. On a besoin aussi de transformer les modes d'alimentation pour avoir une alimentation qui soit saine, qui permette de vivre longtemps et en bonne santé. Par exemple, en remplaçant des protéines animales par des protéines végétales. Et pourquoi c'est important? Parce que ça permet de réduire la pression sur les terres, ça permet d'utiliser les terres pour la sécurité alimentaire, ça permet de les utiliser pour conserver les écosystèmes, ça permet de les utiliser aussi pour stocker du carbone et produire de la biomasse pour l'énergie. Mais ça ne peut pas se faire si on n'agit pas dans toutes les dimensions de ce système alimentaire. Et puis je termine sur la question des liens fragilité humaine et sociale. Très profondément, la question de l'action pour le climat, c'est une question de justice. J'en ai parlé tout à l'heure. La question de la justice par rapport aux responsabilités et aux capacités à agir, mais aussi la question de la justice entre générations. Si on n'agit pas aujourd'hui de manière importante à hauteur de nos responsabilités, ça veut dire qu'on expose les jeunes générations d'aujourd'hui à s'adapter toujours à des conditions nouvelles inédites sans analogue passé. Ça les expose à devoir agir de manière plus brutale si on n'agit pas graduellement, intelligemment et de manière tenace en amont. Et potentiellement, ça peut les exposer à devoir utiliser des solutions d'ultime recours, le dos au mur, pour arriver en fait à conserver des conditions de vie décentes devant des situations qui peuvent devenir très difficiles en cas de réchauffement important dans les décennies à venir. Merci beaucoup. Donc, le décor est planté, il appelle à l'action, je le pense. Merci. Je me permettrai de revenir vers vous à l'issue de l'intervention de Marie-Stéphane, peut-être pour vous solliciter un avis sur comment les fondations pourraient s'engager. C'est bien tout le propos de notre table. Merci à vous. Marie-Stéphane Maradex, tu es directrice générale de la Fondation Daniel et Nina Carasso, une engagée de la première heure sur ces questions de climat au sein du CFF. Un peu l'initiative de tout ce projet avec notre président Benoît Miribel. Peux-tu nous faire part de ton expérience et pour savoir comment tu as décidé, au titre de ta fondation, de la fondation que tu diriges, comment tu as décidé de t'engager et pourquoi? Merci beaucoup Jean-Marc et bonjour à toutes et à tous. Alors, je dirais que le passage de relais avec Madame Masson-Delmotte est assez bien trouvé puisque il se trouve que la fondation que je dirige est ancrée sur la question de l'alimentation durable depuis maintenant 10 ans. Donc, tout ce que vous avez cité, je n'aurais pu que paraphraser tout ce que vous avez dit. Et ce que je voulais aujourd'hui, ce matin, c'était surtout témoigner finalement d'un voyage un peu personnel qui débouche sur une aventure collective qui est celle de cette coalition. Alors pour commencer, j'ai peut-être planté le décor. Effectivement, cette fondation Daniel et Nina Carasso a été créée il y a 10 ans maintenant. C'est une fondation familiale, indépendante,
qui agit en France et en Espagne, qui a cette particularité d'être binationale, et qui a deux thématiques. Alors, une autour de l'art, on a un axe qu'on a appelé art citoyen pour développer l'esprit critique et le lien social, et puis un axe autour de l'alimentation durable, justement, effectivement, pour permettre une nourriture qui soit saine, accessible et qui soit à la fois bonne pour la santé des humains et bonne pour la santé de la planète. Alors, bien entendu, et Madame Masson-Delmotte l'a rappelé ô combien, la question de l'alimentation durable est une approche totalement systémique et qui prend bien entendu en compte la question climatique. Et je dirais que ce voyage commence par cette introspection et cette entrée dans l'alimentation durable. Vous l'avez rappelé, hein, la chaîne de valeur alimentaire représente plus du tiers des émissions de gaz à effet de serre et parfois on a tendance à dire que l'agriculture est à la fois la cause mais aussi une solution à travers la séquestration du carbone ou bien d'autres choses comme l'agroforesterie, mais néanmoins il y a quand même un problème de base qui est le poids carbone de notre mode d'agriculture, et c'est vrai qu'on appelle à une deuxième révolution verte, mais qui serait cette fois-ci une révolution verte durable, soutenable, et qui essaie si tant faire se peut, à la fois corriger les effets, mais surtout de travailler sur les causes. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, puisque l'objet de mon propos n'est pas de faire, encore, surtout après Madame Masson-Delmotte, de faire une leçon sur la manière dont on pourrait corriger le système alimentaire. Ce que je voudrais parler à travers l'expérience, c'est comment effectivement cette question du climat, au-delà de notre axe alimentation durable, nous a un peu percuté à la Fondation. Et c'est vrai que, encore une fois, au-delà de l'axe alimentation durable, je dirais que la prise de conscience climat, c'est tout d'abord la COP21. Tu l'as rappelé, Jean-Marc, d'abord parce que le Centre français s'était mobilisé à l'époque à travers un petit groupe de fondations qui s'étaient réunis pour travailler sur un programme d'accueil des fondations internationales qui viendraient à Paris à l'occasion de la COP21. Et puis, le fameux événement à Lyon, grâce à l'énergie de Benoît qui nous a tous emmenés à Lyon pour parler du climat. Et je dirais que dans le monde des fondations, finalement, c'était, j'ai envie de dire un peu malheureusement, parce que c'était il n'y a que 5 ans, un peu nouveau. Le deuxième événement qui est apparu du coup en 2015, il se trouve que nous, Fondation, notre petite fondation, on a en 2015 récupéré un patrimoine donc assez important que nous avons voulu placer sur les marchés financiers dans le cadre d'une stratégie. Et en fait, grâce à la COP21, j'ai réussi à infléchir un tout petit peu cette stratégie en deux directions. La première, c'est qu'on a signé le manifeste Divest Invest, c'est-à-dire qu'on s'est engagé à n'avoir aucune énergie carbonée dans notre portefeuille, et on s'est engagé moralement à investir au moins 5% de notre portefeuille dans des solutions pour lutter contre le changement climatique. Et puis la deuxième inflexion que j'ai apportée à ce portefeuille, c'est le fait de s'engager à hauteur de 3% de nos investissements sur des investissements à impact. Donc on a commencé ce petit voyage finalement à travers le levier de l'investissement, parce que à la fois pour un souci de mise en cohérence avec nos valeurs, notre système de valeurs et notre théorie de changement, mais également parce que j'ai toujours été persuadée, je le suis encore plus aujourd'hui qu'hier, que le levier de l'investissement pour les fondations est un levier absolument extraordinaire. Je vous rappelle, je crois que c'est les chiffres que cite Jean-Marc, on a 28 milliards d'actifs à peu près représentant le poids des fondations. Donc si on arrive à bouger ne serait-ce qu'1% de ces 28 milliards sur la question climatique, vous voyez quand même qu'on commence à peser un petit peu. Ça reste modeste par rapport aux enjeux, mais en tous les cas, on commence à peser. Alors, nous, on en est en 2020, c'est qu'on a enrichi notre objectif, puisque maintenant, on est sur un objectif d'ici 2023 de 15% d'investissement à impact. Et par rapport à notre curseur, notre indicateur sur l'environnement, on a publié la semaine dernière notre premier rapport d'investissement à impact, et on est à peu près à 4% déjà de nos investissements qui sont sur toute solution visant à lutter contre le changement climatique. Et je pense que d'ici 2023, on devrait à peu près doubler ce pourcentage. Alors, je voudrais juste aussi vous rappeler, nous, donc à peu près 4% aujourd'hui. Il y a la très bonne enquête d'Amadeus, vous savez, qui est faite, je crois, tous les 2 ans sur la gestion de patrimoine des fondations, et qui fixe ce pourcentage d'actifs investis sur la question climat à 2,5%, juste pour vous donner quelques indicateurs. Alors, comment c'est fait au-delà de cette question financière, notre poursuite de notre voyage sur le climat? En fait, ça a été un peu un coup de massue. Moi, je n'ai pas le peur de dire, je ne suis pas du tout
je suis un peu une convertie de la dernière heure, je n'ai pas de honte à le dire, je pense que je suis très dans la moyenne des Français, mais le coup de massue que j'ai reçu, de temps en temps, il en faut un. Pourtant, les rapports du GIEC, on les connaît, en particulier celui qui avait été sorti bien sûr, sur les sols, on l'a fait, l'a intégré, bien entendu, dans nos pratiques. Ce coup de massue, c'était lors de l'Assemblée générale du Centre européen des fondations en mai 2019 à Paris. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu des débats d'un très bon niveau, d'un très haut niveau. La question climatique était clé, avec les questions de migration et puis de menaces sur les démocraties. Et j'avais trouvé qu'il y avait une prise de conscience de la part des fondations qui était vraiment voilà, pensée, travaillée, intéressante, etc. Et puis, je me suis amusée à regarder les chiffres, c'est-à-dire du nombre de fondations réellement engagées. Alors, pas sur le climat, parce qu'il n'y a pas de casse climat, mais sur la question environnementale. Et à ma grande surprise, j'ai vu 3%. Ça, c'est le chiffre de l'Observatoire français des fondations. Je regarde les Américains dans Giving USA, 3% sur l'environnement et le bien-être animal. Je regarde l'Europe, alors ils n'avaient pas les mêmes statistiques, mais enfin disons entre 3 et 5%. Et là c'est là qu'a été le coup de massue. Je me suis dit, c'est pas possible. Les fondations, ça a été rappelé, on représente quand même l'intérêt général, on représente le bien commun. Ça fait des années que les scientifiques nous disent qu'il y a un problème, des années que des militants comme Nicolas Hulot nous disent qu'il y a un problème, et nous, fondations, on en est là. Donc, ça a été là qui a été un petit peu ce coup de massue. Et en discutant avec quelques personnes au moment de cette conférence, plusieurs personnes m'ont dit bah, écris. Alors, j'ai écrit avec ma collègue espagnole, on a écrit une sorte de début de manifeste, appelant déjà une coalition philanthropique pour le climat et la justice sociale. Et il se trouve que l'IFC, donc le Centre européen des fondations, m'a demandé également d'écrire une tribune dans le cadre de leurs 30 ans. Et donc, j'ai écrit une tribune appelant une coalition pour le climat. Et puis, j'en parle à droite à gauche, j'en ai parlé aux ateliers en juin 2019, et tout le monde me dit, OK, super, comment on fait? Je dis, OK, mais comment on fait? Et puis là, pour cours de circonstances, il se trouve que j'apprends que les Britanniques, un groupe de fondations britanniques, pareil, avec cette même conscientisation, avaient décidé de rédiger un pledge, donc un manifeste appelant les fondations britanniques à s'engager pour le climat à travers un certain nombre d'actions assez concrètes, bien sûr sur les investissements, sur les pratiques au quotidien, sur le fait d'avoir une climate lens, une optique climat dans leur programme, etc. Et je me suis dit, tiens, bah ça c'est concret. Et puis à partir de là, bah, j'en ai parlé à Jean-Marc, à Benoît, du Centre français, on en a parlé à l'Association espagnole des fondations, on en a parlé au Daphné, hein, vous savez, sur la plateforme européenne, on en parle aux Anglais en leur demandant si on peut adapter le manifeste. Voilà, tout s'est mis en place comme ça dans les derniers mois. Et on s'est dit, bah, il y a peut-être quelque chose à faire pour essayer d'embarquer les fondations dans cette grande coalition pour dire, en fait, c'est quoi derrière? C'est de dire, nous sommes tous concernés, ça a été rappelé par Madame Masson-Delmas, des interconnexions, des interdépendances avec nos sujets, quels que soient nos sujets, qu'on traite de santé, d'éducation, de genre, de pauvreté, de logement, d'environnement, d'alimentation, on est tous concernés au moins par les effets du climat. On l'est aujourd'hui, on ne peut même pas dire que c'est demain, on l'est aujourd'hui. Donc ça, c'est la première, je dirais, motivation, et avec cette ambition, si on peut dire, non seulement d'agir sur les effets, parce que beaucoup de fondations essaient de réparer ce qu'il y a à réparer, mais aussi de se dire, on peut agir sur les causes. Donc ça, je pense que c'est la première motivation pour laquelle il faut que nous agissions individuellement dans nos fondations et collectivement. Et aussi parce que, je l'ai dit, on est un peu les champions, là, au sens anglais du terme, de l'intérêt général et même du bien commun, j'ose le dire. Et donc, j'ai envie de dire aussi que la lutte contre les dérèglements climatiques, c'est un peu la mère des combats aujourd'hui. Parce que justement, elle a des impacts sur tout. Et qu'elles vont surtout, que ces dérèglements génèrent déjà les plus grandes inégalités qui soient. Et je pense que Mme Masson-Delmas l'a rappelé, ça va être pire dans les années à venir. L'autre raison, c'est qu'il y a urgence. Enfin, je dis encore une fois, Nicolas Hulot, ça fait des années qu'ils le disent, le GIEC aussi. Donc, j'ai honte de dire qu'aujourd'hui, on a peut-être conscience un peu tard de cette urgence. Et je crois que si nous, fondations, on ne peut pas rester sourde à ces appels et qu'on a notre petit pouvoir d'action. Et finalement, malgré la modestie de ce qu'on représente, il faut faire toute chose. Voilà, faut être modeste par rapport aux enjeux et par rapport à notre place. Mais je pense que nous avons cette capacité, nous avons des forces et nous pouvons faire cet effet levier que nous savons faire, à la fois en hybridant nos dons et nos investissements, en utilisant notre pouvoir de réunir les parties prenantes les plus diverses. Vous savez, ce fameux convening power que disent cher aux anglo-saxons.
de financer des solutions parfois disruptives et émergentes, de prendre des risques, de soutenir la recherche, le plaidoyer, de mutualiser aussi nos financements pour avoir plus d'actions, de partager nos apprentissages, et puis de faire une chose aussi qui nous est propre et que ne fait pas toujours l'industrie, pas du tout parfois, c'est de diffuser en open source, hein, puisque nous sommes sur le bien commun. Donc ça, ce sont à mon avis autant de bonnes raisons. Alors, je vais être claire, hein, là je parle, je suis une fondation, je parle à mes collègues de fondation. Il ne s'agit pas de changer du jour au lendemain vos lignes d'action. C'est bien entendu pour vous de comprendre que les impacts sont sur vos lignes d'action. C'est plutôt de reconnaître effectivement ces impacts et la manière dont nous pouvons aujourd'hui nous en saisir pour essayer d'atténuer les effets et essayer de limiter les causes, quels que soient nos sujets. Alors, j'ai envie de conclure en disant que moi, je suis un peu comme vous, hein, je ne suis pas parfaite ni à titre individuel et ni dans mon travail de fondation. On a entrepris ce petit voyage il y a maintenant 5 ans. On sait qu'on a encore beaucoup de travail. J'ai la chance d'avoir une gouvernance et une équipe formidable qui est prête à relever ce défi. Alors, j'espère que vous aussi, vous serez convaincus de cette urgence et je laisserai bien entendu Jean-Marc vous présenter un petit peu plus en détail ce qu'est cette coalition. Moi, je voulais surtout vous témoigner finalement de ce petit parcours modeste, mais qui m'a amené à essayer Je crois que c'était le bon moment. Il y avait une espèce de momentum. Il y a d'autres initiatives qui naissent. Donc voilà, donc c'est une parmi d'autres. On va essayer aussi de coaliser toutes ces autres initiatives. Et si vous vous demandez comment faire, ben voilà, c'est assez simple finalement. Il faut simplement déjà signer le manifeste dont Jean-Marc va vous parler. Et puis ensuite, ben, on va vous accompagner parce que cette coalition, elle est là pour durer autant qu'il sera nécessaire pour vous accompagner, pour vous aiguiller dans ce voyage absolument passionnant. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup Marie-Stéphane pour ce cri du cœur et le témoignage de ton engagement. Effectivement, le CFF, depuis d'ailleurs avant même 2015, a cette volonté d'agir et de sensibiliser les fondations. Donc nous l'avons traduit cette année et nous le lançons officiellement ce matin. Donc on est très heureux de vous avoir avec nous pour faire ce lancement officiel de cette coalition française des fondations pour le climat. Alors pour être très concret, d'ailleurs, mes collègues de l'équipe, que je remercie chaleureusement parce que sans eux, on ne pourrait pas lancer cette coalition, vont nous mettre dans la barre de discussion le lien vers le site internet que nous avons créé grâce au partenariat d'un certain nombre de fondations que vous retrouverez d'ailleurs dans ce site et que je remercie chaleureusement. Donc nous avons lancé cette coalition qui prend concrètement plusieurs formes. La première, celle qui a été rappelée par Marie-Stéphane, et je vais être très court pour pouvoir vous laisser la parole, Monsieur Hulot. Cette coalition prend la forme d'un manifeste qui s'adresse à l'ensemble des fonds de dotation et des fondations françaises, qui s'inspire beaucoup de nos homologues britanniques et espagnols. Et ce manifeste, vous pouvez le signer en ligne. Il vous appelle déjà principalement à reconnaître le climat comme un enjeu majeur, y compris pour votre fondation ou votre fonds de dotation. Encore une fois, quelle que soit votre taille, quel que soit votre secteur d'activité et votre mode opératoire, nous sommes aujourd'hui tous concernés et donc vous pouvez vous engager à reconnaître cet enjeu et votre volonté de progresser, quel que soit l'endroit d'où vous partez, sur cette prise en compte des enjeux climatiques. Premièrement, le manifeste. Deuxièmement, pour savoir d'où nous partons, nous avons créé un questionnaire que là aussi nous allons vous remettre dans la barre de discussion, qui s'adresse là aussi à toutes les fondations et à tous les fonds de dotation pour comprendre quelles sont vos pratiques aujourd'hui. Vous sentez-vous concerné par le climat? Que faites-vous? Que pourriez-vous faire? Quels sont vos freins éventuels? Et comment le CFF et cette coalition pourraient vous aider pour progresser? Donc Béatrice de Monlot, que je salue, qui va pouvoir nous en dire un petit mot des premiers résultats de questionnaire. Pour vous présenter Béatrice de Monlot, que je suis très heureux d'accueillir au CFF et au sein de cette coalition, qui va prendre la responsabilité de cette coalition française des fondations pour le climat et qui va nous dire un mot dans quelques instants. Nous avons ensuite la possibilité et la volonté de permettre aux fondations de partager leurs bonnes pratiques, de partager leurs ressources entre elles pour passer à l'action. Et donc sur le site de la coalition climat, toutes les fondations et plus largement d'ailleurs tous les acteurs d'intérêt général peuvent partager en direct, en ligne, des bonnes pratiques qui seront utiles pour les fondations pour passer à l'action.
Et enfin, le dernier point, et là, nous avons besoin de votre mobilisation à toutes et tous. L'idée, c'est de faire connaître cet engagement très largement. Et donc, si chacun et chacune vous acceptez de relayer cette information, il nous faut toucher l'ensemble des plus de 5000 fonds et fondations françaises. Eh bien, nous aurions besoin de vous pour relayer ce site, pour relayer cet engagement et essayer d'encourager tous les fonds de dotation et toutes les fondations de votre entourage à s'engager. Et nous serons au quotidien tout au long de l'année et des années à venir, avec notamment le travail de Béatrice, là pour essayer de vous aider à progresser sur ce schéma à notre modeste niveau, en sachant qu'on va aussi s'ouvrir à tous ceux qui, depuis très longtemps, de nombreux acteurs associatifs sont engagés sur ces questions et on espère pouvoir s'allier avec eux pour produire les meilleurs contenus et relayer les meilleurs contenus à destination des fondations. Alors peut-être j'ai été assez bavard. Béatrice, est-ce que tu accepterais de nous dire les principaux enseignements à date de cette étude que nous menons auprès des fonds et fondations? À toi la parole. Merci Jean-Marc. Bonjour à tous. Je suis vraiment enchantée de rejoindre ce grand mouvement et de pouvoir participer au lancement ce jour. Donc, effectivement, nous avons commencé, comme c'était indiqué, grâce à la volonté du comité consultatif, que je salue également et qui est très bien structuré. Nous avons commencé par un questionnaire pour interroger effectivement ce monde des fondations et fonds de dotation sur leur lien avec le dérèglement climatique et ce qu'ils mettent en œuvre. Donc, la bonne nouvelle, c'est que 98% des répondants estiment que le climat est vraiment un enjeu de société absolument majeur et urgent, et aussi que 93% d'entre eux pensent que leur structure va progresser pour intégrer ce thème et agir dessus. 42% le prennent déjà en compte. Donc, la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'il en reste 58%, si j'ai bien compté, qui n'ont pas encore agi et qu'on va donc accompagner pour avancer. Sinon, dans les actions qu'on souhaite lancer dès maintenant, c'est aussi favoriser les interconnexions, donner une visibilité à tout ce que font les fondations déjà et pouvoir partager, comme l'a dit Marie-Stéphane, en plus en open source. Donc, si vous avez des publications, des études, n'hésitez pas à les mettre sur le site et de donner de la visibilité aux actions et de se connecter au réseau international. Donc, je suis là pour essayer de mettre en musique ce vaste chantier, cette partition. Et surtout, je vous demande à tous de signer le manifeste et de le faire connaître pour qu'il y ait de plus en plus de signataires. Aujourd'hui, on en est à 22. Merci, à bientôt. Merci Béatrice. Monsieur Hulot, donc à vous la parole. Alors vous êtes président d'honneur de la Fondation pour la Nature et l'Homme, qui d'ailleurs participe au comité de pilotage de cette coalition. Donc merci beaucoup pour votre engagement, ainsi que Cécile Austria qui dirige la Fondation. On est très flattés, très honorés que vous acceptiez de participer à cet échange. Et peut-être pour vous demander dans un premier temps, quelle est votre réaction face à cette coalition, face à ce manifeste et à cette initiative. Je sais que vous étiez déjà aux côtés de Benoît Miribel, notre président, à l'occasion de nos événements en 2015 à Lyon. Vous acceptez de revenir aujourd'hui. Comment réagissez-vous face à cet engagement structuré des fondations? Bon, d'abord, je voudrais saluer chacune et chacun d'entre vous et de me réjouir évidemment de cette initiative en espérant du fond du cœur que toutes les intervenantes et les intervenants se portent aussi bien que possible dans ce contexte très particulier que nous traversons. Écoutez, vous ne serez pas étonné si ma réponse est de vous dire que je me réjouis de cette initiative et d'ailleurs j'en félicite les auteurs. Je m'en réjouis parce que quelque part elle est cohérente. Elle est cohérente parce que on ne peut plus, comment dire, chacun ignorer la cause de l'autre parce que toutes les causes en fait se conditionnent les unes les autres. Et ça a été expliqué par Valérie tout à l'heure. L'enjeu climatique ou l'enjeu écologique, peu importe la sémantique,
conditionne tout ce qui a de l'importance à nos yeux. C'est-à-dire toutes les causes que vous embrassez les uns et les autres, pour certains depuis quelque temps, d'autres depuis longtemps, sont impactées par la crise écologique et la crise climatique. Et la crise climatique ajoute de l'épreuve à l'épreuve, de la souffrance à la souffrance, de l'injustice à l'injustice. C'est un mot important parce que Valérie l'a très très bien rappelé tout à l'heure. C'est la crise climatique avec ses conséquences, c'est une ultime injustice parce qu'elle frappe prioritairement et pas exclusivement des femmes et des hommes qui subissent la conséquence d'un phénomène qu'ils n'ont pas provoqué, qui lui-même est la conséquence d'un modèle de développement dont ils n'ont pas profité, et parfois injustice suprême, modèle de développement qui s'est fait à leur détriment. Donc ce sujet de la crise climatique, c'est un sujet évidemment de justice sociale, de dignité humaine. Mais ce qui est important aussi de rappeler, c'est qu'effectivement, si on veut traiter, si tant est qu'on puisse la traiter, et Valérie malheureusement l'a rappelé, on n'en est plus d'ailleurs à traiter forcément la cause, on en est à essayer d'en atténuer ses conséquences. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que depuis la conférence de Paris, la sémantique a glissé et que, comme nous avons perdu un temps précieux, bien maintenant on peut simplement jouer sur le curseur, sur l'ampleur des conséquences de la crise climatique. Mais ce que j'aime bien dans votre initiative et dans ce manifeste, évidemment, que je soutiens du fond du cœur, c'est qu'elle ne confronte pas les causes, elle les additionne et elle les associe. Et j'ai toujours dénoncé le fait que par rapport à une crise aussi importante, aussi cruciale, aussi déterminante, puisque quelque part, elle met en cause ni plus ni moins l'habitabilité de notre planète. Elle montre bien que chacun doit faire sa part et on ne peut pas vivre simplement dans son propre silo. Vous savez, tout à l'heure, vous avez, en introduction, vous avez parlé de cette thématique, évidemment, qui nous réunit aujourd'hui, des vulnérabilités humaines. Je crois que la période que nous traversons, elle met en évidence que, au-delà des vulnérabilités humaines, et chacun ici comprend ce que signifie ce terme, elle met en exergue la vulnérabilité humaine. C'est-à-dire que tout d'un coup, de manière un peu brutale, l'homme prend conscience que nous sommes des êtres excessivement précaires et vulnérables. Et je crois que c'est important de rappeler au moment où justement nous essayons de coordonner nos efforts, de les unir sans évidemment mettre à mal vos causes premières, bien entendu. L'idée, encore une fois, c'est de créer une espèce de synergie. C'est quand même important de prendre conscience qu'effectivement, nous sommes des êtres surdoués, mais en même temps, nous sommes des êtres excessivement précaires. Et que dans la galaxie de la biodiversité, nous ne sommes pas forcément les êtres les plus résilients et les plus résistants. Et c'est, je crois, la leçon, j'espère au moins, qui ne devrait pas nous humilier, mais au contraire nous grandir, nous rendre compte, à travers notamment la crise sanitaire et la crise écologique, que la vie tient à un fil. Vous savez, souvent, je donne cet exemple, mais je ne m'en lasse pas. Un jour, un de mes amis mathématiciens, il m'avait fait la démonstration suivante. Il m'avait dit, tu sais, pour que la vie ait pu trouver son chemin sur notre planète, il a fallu une combinaison de facteurs aussi improbable que si tu avais une boîte avec des lettres d'imprimerie, que par maladresse tu fasses tomber cette boîte et que les lettres d'imprimerie s'ordonnent sur le sol et que l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme s'affiche soudainement sous nos yeux. Et je crois que d'avoir conscience de cela, c'est essentiel, que nous faisons partie d'une opportunité rare, que ça tient à des facteurs excessivement précaires. Évidemment, je dis les choses différemment de Valérie, qui n'est pas tout à fait scientifique, mais la vie tient, entre autres, effectivement, à un équilibre excessivement délicat que nous avons au-dessus de nos têtes, un équilibre atmosphérique, et en même temps, à un équilibre très précaire que nous avons sous nos pieds, puisque les terres arables, quelque part, conditionnent aussi notre futur. Donc voilà, je pense que cette initiative que nous consacrons ce matin, elle est essentielle. D'abord, elle envoie un signal qu'on ne peut plus chacun regarder dans sa propre direction. On doit créer une forme de synergie, une forme de convergence. Valérie l'a très bien rappelé tout à l'heure. La crise climatique, elle est déjà à l'œuvre. Alors, elle est évidemment peut-être pas ressentie de la même manière selon
cette loterie géographique qui fait que tout le monde ne la subit pas de la même manière, mais elle est à l'œuvre et elle l'impacte déjà différemment, évidemment, des millions de personnes chaque année. Il faut quand même rappeler que les changements climatiques déplacent 3 fois plus d'hommes, de femmes et d'enfants que les conflits. Il y a des phénomènes, comme tous les extrêmes météorologiques, inondations, tempêtes, typhons, évidemment avec les conséquences que l'on peut voir, y compris dans notre propre pays. Et puis, vous avez des phénomènes de long cours comme la désertification qui propulse sur le chemin de l'exode également des millions de personnes. Donc, je ne vais pas en rajouter sur le diagnostic. Je crois que globalement, il est partagé. Valérie l'a très bien rappelé tout à l'heure. Nous ne sommes pas encore à la hauteur en termes d'engagement, de mobilisation, de moyens, de réaction pour combattre, pour essayer d'atténuer ce phénomène. Les scientifiques l'ont bien rappelé, les choses vont se jouer probablement, en tout cas pour l'ampleur des phénomènes, dans les 10 prochaines années. Non seulement nous n'avons pas réussi à inverser notre courbe d'émissions de gaz à effet de serre globalement, mais dans le même temps, et c'est ça qui est assez tragique, mais je ne veux pas forcer le trait aujourd'hui, c'est que ce que la nature stocke en termes de gaz à effet de serre, et au premier rang desquels le CO2, eh bien, dans l'accélération de la destruction des écosystèmes, et au premier rang desquels les forêts, et notamment les forêts amazoniennes, bien nous, en les détruisant et en accélérant cette déforestation, nous restituons massivement dans l'atmosphère ces gaz à effet de serre, et ce que l'on appelle des puits de carbone se transforment brutalement en sources de carbone. Et d'ailleurs, je le dis au passage, je suis absolument convaincu que si nous voulons avoir une chance, non pas de gagner la bataille climatique, mais en tout cas d'en atténuer les conséquences, il faudra mettre autant d'efforts sur la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre que sur la restauration des écosystèmes pour s'appuyer sur ce que la nature peut nous rendre comme service, c'est-à-dire en faisant en sorte, en reforestant, en rétablissant un certain nombre d'écosystèmes, de s'appuyer sur les capacités de stockage de la nature. Pardon, j'étais un petit peu long dans ma réponse, mais tout ça pour vous dire que, évidemment, bravo, merci de cette initiative. J'espère que notamment le monde politique s'en emparera, ou en tout cas il verra un exemple, parce que le temps n'est plus à la confrontation, mais le temps, encore une fois, est à la coalition. Merci beaucoup, merci de ce témoignage. Peut-être les fondations qui nous écoutent, que pourriez-vous leur dire pour s'engager, parce qu'une fondation aujourd'hui a une action, œuvre pour l'intérêt général systématiquement, les fonds de dotation également. Que pourriez-vous leur dire pour leur recommander cet engagement, certains pouvant estimer agir déjà pour le bien commun, et peut se poser la question de pourquoi en plus s'ajouter cette question très thématique. Écoutez, bon, comment dire, le manifeste que vous avez élaboré, il donne déjà des clés. Donc, simplement en signant le manifeste, vous vous donnez un certain nombre de pistes que vous pouvez mettre en œuvre, tant sur le fonctionnement interne de vos structures que dans le côté opérationnel. Je pense qu'il y a une des choses qui me semble peut-être les plus évidentes, c'est que nous sommes tous et toutes, à des titres différents, détenteurs d'un certain nombre de placements. Et donc déjà peut-être de faire l'inventaire des placements financiers que nous avons et de voir si par hasard ils sont dans des placements toxiques ou dans des placements vertueux par rapport à la crise climatique. Voilà, me semble-t-il, un exercice que l'on peut s'infliger les uns et les autres. Merci beaucoup, merci pour vos témoignages. Alors, je ne sais pas si Marie-Stéphane ou Madame Masson-Delmotte, vous souhaitiez réagir à l'intervention de Monsieur Hulot. Marie-Stéphane ? Je ne peux que me féliciter d'avoir un tel parrain et une telle marraine pour la coalition. Donc, je voudrais vraiment vous remercier tous les deux, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui nous tient à cœur. Et je crois que, Nicolas Hulot l'a très bien dit, je crois que le manifeste est suffisamment clair sur les pistes d'action. L'idée, c'est pas de s'engager sur tout à la fois et d'être paralysé par l'engagement. C'est vraiment un chemin de progrès. Un chemin de progrès en même temps dans l'urgence. C'est ça le paradoxe et le contraire, c'est qu'on n'a pas tant de temps que ça. Il faut agir vite. Donc, c'est la raison pour laquelle on a aussi accéléré le recrutement de Béatrice, et on compte beaucoup sur elle pour lancer le programme d'animation, de rencontres, d'échanges, puisque je pense que les fondations qui ont signé ou qui souhaitent signer et qui ne savent vraiment pas commencer
on est là pour les aider. Hein. C'est vraiment l'idée de cette coalition. Et j'ai beaucoup aimé quand vous avez repris effectivement le fait qu'il ne s'agissait pas de mettre des causes par rapport aux autres. On est tous dans le même bateau, dans ce bateau qui s'appelle la Terre. Et voilà, il faut additionner nos forces effectivement pour y aller. Et peut-être un point qu'on a oublié peut-être de préciser, j'avais brièvement évoqué, et je crois que Jean-Marc aussi, le fait que cette coalition se passe également au niveau européen, voire international, puisque donc le Daphné, qui est cette plateforme européenne qui fédère les plateformes nationales de fondation, c'est-à-dire le Centre français est adhérent, l'association espagnole est adhérente, donc porte également ce projet de coalition avec cette même idée d'encourager les plateformes nationales de fondation de monter leur propre coalition par des échanges de bonnes pratiques. Et nous allons essayer, et ça c'est important par rapport à ce que vous avez dit, M. Hulot, sur le fait qu'éventuellement d'autres s'en emparent, bon, les politiques, pourquoi pas, mais peut-être d'autres secteurs. On va mesurer, on va suivre les efforts des fondations donc dans les pays et au niveau européen pour rendre visibles finalement ces efforts et cet engagement pour espérer peut-être inspirer d'autres secteurs à agir collectivement. Voilà. En tout cas, merci à tous les deux. C'était vraiment absolument passionnant de vous écouter et de savoir cette coalition sous vos auspices augure de plein de bonnes choses. Merci à vous. Merci, Madame Masson-Delmotte. Alors en fait, moi je voudrais faire référence à un des points d'un des rapports du GIEC qui disait infléchir ces trajectoires, ça va être difficile. C'est un défi vraiment majeur. Et pour cela, ça demande en fait du courage politique et de la volonté citoyenne. Je pense que le courage, vous en avez. Je pense que vous avez des compétences multiples. Et donc cette initiative, elle s'appuie vraiment sur une forme d'intelligence collective au service de l'intérêt général qui me touche très profondément. C'est juste ce que je voulais partager. Merci beaucoup. Donc, ben voilà, le mot est vraiment à l'engagement, à l'action. La première d'entre elles, signer, si vous l'acceptez, ce manifeste. On doit aussi, et je remercie d'ailleurs toutes les fondations qui participent à la gouvernance, on va dire, de cette coalition, qui est une gouvernance ouverte, et notamment toutes celles et ceux qui acceptent de participer à ce qu'on appelle un comité consultatif et qui nous éclairent de leur expérience. Bien sûr, les partenaires que vous retrouverez sur le site qui rendent cette coalition possible, parce qu'évidemment, il faut quand même un minimum de moyens pour pouvoir porter cette coalition. Donc, vous retrouverez tous nos partenaires financiers sur ce site. Nous avons besoin encore de moyens pour agir, parce que comme vous l'imaginez, l'ambition est importante et donc les actions nécessitent certains moyens. Et enfin, je remercie tout particulièrement le comité de pilotage, dont vous retrouverez également la composition sur notre site. Vous dire juste pour information, hier, j'ai participé à une conférence qui a été animée par Hugues Sibyl, qui va également participer à la conférence juste après celle-ci, et que je remercie. Une conférence qui a été organisée réunissant les têtes de réseau des grandes familles de l'économie sociale et solidaire. Les fonds de dotation et les fondations sont une des familles de l'économie sociale et solidaire, et la question était, faut-il ajouter un E pour écologie à ESS? Donc, pour ne rien vous cacher, il m'a semblé à titre personnel que, évidemment, oui, d'autant que nous avons eu, du coup, une actualité très, très précise à valoriser avec ce lancement aujourd'hui. Et donc, pour moi, ça matérialise également le fait que les causes ne sont pas à s'opposer, mais à travailler en synergie. Et donc, je suis très heureux de cet échange, très heureux de ce lancement, dont je me félicite à titre personnel au titre du CFF. Et surtout, je vous remercie M. Hulot, Mme Masson-Delmotte, Marie-Stéphane Maradex et Béatrice de Monlot. Bienvenue pour votre témoignage et cet engagement pour lancer cette coalition dont nous aurons bien sûr à vous reparler périodiquement et je l'espère chaque année pour vous faire un point d'avancement parce que l'idée c'est d'être dans l'action et pas seulement dans l'incantation. Alors, ton micro est débranché, Marie-Stéphane. Oui, je crois que Mme Masson-Delmotte voulait ajouter un point sur les partenariats possibles. Donc, si on a 2 minutes. Avec plaisir. Oui, j'ai juste rajouté dans le forum de discussion 2 initiatives qui peuvent vous intéresser. Donc, il y a un collectif d'acteurs de la recherche scientifique française, donc des techniciens, des ingénieurs, des chercheurs, des enseignants-chercheurs, qui s'appelle Labo 1.5, qui développe justement des outils pour transformer les pratiques de la recherche.
et qui regroupe des chercheurs engagés qui parfois cherchent aussi à créer des ponts entre leurs connaissances, leurs compétences et d'autres acteurs. Et puis le collectif qui s'appelle Alumni pour la planète, qui fédère les diplômés de l'enseignement supérieur qui souhaitent agir à titre personnel et à titre professionnel et pourraient être des ressources utiles par rapport à éventuellement des recherches de compétences dans le cadre des travaux de votre coalition. Voilà, je voulais souligner ces opportunités. Merci beaucoup, on va les contacter. Merci à vous. Merci à vous toutes. Merci, Monsieur Hulot. Et donc, je vais désormais passer la parole à Jean-François Morin, administrateur et membre du bureau du Centre français des fonds et fondations, représentant la Fondation Le Rocher, et qui nous fait l'amitié de bien vouloir animer la table ronde suivante. Donc, je vous propose de quitter les vidéos pour cette table-là. Merci beaucoup.